Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite, émission spéciale. Jean-Marie Le Pen est mort et comme cela était prévisible, les réactions fusent dans la presse. C'est qu'au-delà du parcours politique, Jean-Marie était aussi et peut-être même avant tout un personnage. Et c'est pour parler donc de ce dernier que nous recevons ce matin Martin Pelletier, écrivain, journaliste et militant politique français qui a travaillé auprès de Jean-Marie Le Pen, notamment dans le cadre de la rédaction du second tome des Mémoires de Menhir. Bonjour Martin Pelletier, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors peut-être... Vous m'entendez ? On vous entend très bien. Alors très bien, bonjour. Comme vous avez côtoyé Jean-Marie Le Pen, avant toute chose, on vous présente évidemment nos condoléances. Est-ce que vous pourriez commencer peut-être par nous livrer la façon dont vous avez reçu la nouvelle et peut-être surtout dont vous avez considéré les réactions qui ne se sont pas faites attendre justement dans la presse et sur les réseaux sociaux ? Par Internet, j'ai reçu par Internet, je suis sorti pour marcher un peu, regarder la mer, parce que nous avions regardé plusieurs fois la mer ensemble, et il pleuvait trop, alors je suis rentré, et le sale temps a continué sur Internet et sur l'information générale. Vous venez de parler des braves gens qui ont sablé le champagne, ou sabré, comme vous préférez. Eh bien, ils sont coupables, ils sont sots, ils sont bêtes, ils sont vilains, mais ils reflètent très bien ce qui a été l'ensemble de la politique française, de la classe politique française pendant 40 ans. On reconnaît aujourd'hui à Jean-Marie que ce fut un prophète, et c'en fut un, mais pendant 40 ans, les gens qui maintenant sont un peu plus dignes ont permis et ont même encouragé ce genre de comportement. Je me souviens des méthodes du scalp, les sections carrément anti-Le Pen, qui disaient pour Le Pen une balle, pour le FN une rafale. C'était leur slogan. Et dans les meetings que je suivais, parce que j'étais journaliste à l'époque, les gens attaquaient les sections carrément anti-Le Pen, attaquaient les braves gens qui venaient voir Le Pen avec des boulons, et la police avait l'ordre de laisser faire par les préfets de la République. Voilà ce que je voulais dire pour ce genre de choses. Pour le reste, j'étais extrêmement triste de la mort de Jean-Marie, parce qu'on s'y attendait depuis longtemps. C'est un menhir, mais les menhirs finissent toujours par s'effondrer, enfin, dans la vie du moins. Et c'était un homme politique, mais c'était peut-être secondaire, l'homme politique. C'était un disant, c'était un voyant, et c'était un Gaulois libre, comme il y en a très peu. Il était libre même vis-à-vis de lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire en premier. Maintenant, posez-moi des questions. Ouais, c'est déjà bien. On va revenir sur cette image du menhir. Vous l'avez dit, pendant 40 ans, ce qui le caractérise, c'est peut-être aussi sa constance, tel un menhir qui s'oppose aux vents bretons qui peuvent être très violents. Lui, il a tenu malgré les attaques qui étaient même parfois physiques. Est-ce que c'est quelque chose dont il tirait une fierté, peut-être qu'il le galvanisait, ou est-ce que à force, on sentait quand même une certaine lassitude? Est-ce que on sentait que ça pouvait menacer justement sa motivation? C'était naturel chez lui. Il disait avec un peu de fierté, parce que c'était un coq, Jean-Marie. Il disait je n'ai jamais eu peur d'un homme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il était vraiment courageux physiquement. Ça se voyait dans toutes les occasions où il a pu le montrer. Et une fois où il m'a fait vraiment plaisir, au point de vue seulement de cette liberté de l'homme contre la bêtise, c'était quand il a été à soutenir sa fille dans une campagne électorale, je crois que c'était en 97-98, où il est tombé sur un guet-apens de gauchistes mené par une militante socialiste déguisée en mère, qui était Annette Pelvast, et on a monté toute une affaire comme quoi il l'aurait griffé, etc. Pure fake, pure bullshit, rien du tout. Mais il lui a dit à un moment donné, quelque chose qui lui a fait extrêmement peur, on en a marre. Mais vous savez comme il était quand même assez impressionnant.
Et il en avait vraiment marre. On rigolait, on pouvait rien dire. Elle a donc eu la trouille de sa vie, alors que c'était vrai. Les méthodes de la presse, des médias vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen étaient totalement scandaleuses. Cette façon, justement, d'étouffer la liberté. Maintenant, on se rend compte qu'il avait raison. Mais pendant 40 ans, ils ont étouffé cette voix. C'était pas la voix qui criait dans le désert, c'était la voix qui criait devant des bâillons. Et tous ces gens-là, c'était des bâillons. Et il lui a dit, cette pauvre fille qui a eu la trouille de sa vie, on en a marre. Et c'était tellement beau et tellement vrai que, voilà, c'est une des images que je garde de lui. Oui, c'est vrai que cette phrase, on en a marre, elle est assez simple et elle résume en même temps très bien ce qu'éprouvent très simplement beaucoup de Français. Est-ce que Jean-Marie Le Pen avait la conviction qu'un jour, ses idées pourraient gagner du terrain, peut-être même gagner tout court leur place en haut de l'échelle de la République? Ou bien est-ce qu'il avait le sentiment que ce combat était à mener, mais que c'était malgré tout un combat vain et que c'était des idées qui auraient de toute façon toujours du mal à passer? C'est très difficile à savoir. Il pensait qu'il faudrait une situation extrêmement instable et extrême pour gagner. Voilà, mais nous y sommes peut-être à cette situation instable et extrême. Vous savez que les guerres civiles se déclenchent souvent quand elles sont perdues. Là, il faut espérer deux choses, qu'il n'y aura pas de guerre civile et que le sursaut sera donc antérieur à la défaite. Peut-être y sommes-nous, ou peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, il n'était pas là pour se demander s'il allait gagner, il était là pour dire ce qu'il avait à dire et faire en sorte qu'il puisse gagner. Il l'a dit sur la fin de sa vie, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est à peu près ce que doit se dire tout le monde. Parce que Alexandre est allé jusqu'à l'Indus, il a fait ce qu'il a pu, et il n'en a pas retiré grand-chose. Est-ce que à travers cette posture, ce qu'il faut sentir aussi, c'est l'influence de son histoire comme soldat? On a l'impression qu'on retrouve ce sens du devoir et du service pour des causes qui dépassent, qu'on peut retrouver dans le discours justement de certains soldats qui ont servi. Il ne se glorifiait pas de son passé de soldat, il le citait parce que précisément, c'était pour lui quelque chose de naturel et de bien de servir son pays, y compris dans la guerre. Il l'avait bien expliqué, il détestait la guerre, comme tous ceux qui l'ont fait. Moi, je ne l'ai pas faite, alors je ne peux pas vous en parler. Mais c'est clair, il avait fait son devoir, et il l'a fait plus qu'un autre, puisque vous savez, il s'est engagé en Algérie notamment. Et il a été naturellement diffamé par toujours les mêmes pour cela. Il faut comprendre une chose, c'est que son engagement anticommuniste l'a beaucoup nui, parce qu'on parle aujourd'hui de l'immigration. Mais à l'époque, il y avait aussi d'autres urgences idéologiques, pratiques, stratégiques, notamment la lutte contre le communisme. Et ça a été aussi là-bas une libération. On a beaucoup parlé de la soirée de l'heure de vérité chez Virieu en 84. Quand il s'est levé pour demander une minute de silence pour les 100 millions de morts du communisme, ça a été, mais je me souviens, une libération pour tous ceux qui souffraient de cette extraordinaire machine de mort et de misère du communisme. Et quand j'entends aujourd'hui un type comme Yann Brossa vraiment débagouler sur le compte de Jean-Marie Le Pen, alors qu'il est sénateur communiste et qui n'a jamais demandé pardon pour les crimes et les horreurs communistes, c'est là qu'on voit justement la force d'un homme comme Le Pen, la force de liberté. Et je vous incite à re-regarder avec Lina cette soirée, parce qu'on voit tous ces pauvres gens écrasés par la vérité. Parce que Jean-Marie Le Pen était libre, mais c'était aussi un catholique de cœur, même s'il ne croyait pas tout. Mais il espérait croire, et j'aimerais vous en parler parce que c'était la dernière fois que j'ai parlé avec lui. Il m'a demandé, Martin, est-ce que tu crois en Dieu? Et je dis, je crois. Il m'a répondu, tu as de la chance, parce que pour moi, c'est mon camp, mais je ne suis pas sûr de croire. Voilà
Voilà le fondement de Jean-Marie Le Pen, c'était cet espoir de croire. Et cette phrase de Saint Jean, ou du Christ d'ailleurs, la vérité vous rendra libre. Et il affectionnait, il y avait des citations qu'il affectionnait, il citait toujours, il aimait beaucoup Musset, il citait toujours le sonnet Fierté, mais il citait aussi Saint Jean, ou le psaume Miserere, qu'il aimait beaucoup aussi. C'était quelqu'un dont la force de conviction ne partait pas d'une analyse toujours, mais d'une conviction intérieure extrêmement forte. Alors à ce propos, on va écouter justement des mots qu'il a livrés à notre radio, puisqu'il nous a permis de nous entretenir avec lui de nombreuses fois de son vivant. On écoute ça dans un instant et vous pourrez réagir. Vous dites de manière très particulière, le nœud de notre destin est le grand remplacement. Plus de 17 millions de Français ne sont pas nés en France. Fin de citation. Président, le grand remplacement pour vous est une réalité ? Bien sûr, et je signale tout de même que d'une part, l'immigration continue, qu'elle soit légale d'abord ou en plus clandestine, mais aussi le fait que ces populations sont généralement plus d'enfants que nos populations originelles et que par conséquent le déséquilibre démographique va jouer en notre défaveur dans les décennies qui viennent. Ce sont des phénomènes qui ne vont pas attendre la fin du siècle, qui vont se produire bien avant. Vous dites en particulier un solde migratoire ne dit rien des hommes qui partent et de ceux qui arrivent. Pouvez-vous expliquer cette phrase ? Oui, mais ça, ce sont des méthodes statistiques qui constituent de véritables mensonges. Bien sûr, il y a un certain nombre d'immigrés qui sont intégrés à la nation française et qui sont des Français de bonne et quelquefois de la meilleure qualité. Mais comme le phénomène de l'islam qui s'ajoute à cette immigration massive, et il est évident que cette religion qui est fort différente et relativement hostile à la nôtre et aux mœurs qui sont ceux de notre temps et de nos pays, eh bien, il y a de très grands risques que la solidarité soit plus forte dans le camp des envahisseurs que dans le nôtre. Alors effectivement, Jean-Marie Le Pen a des mots simples, mais des mots forts, assez justes. On ne ressent pas nécessairement la haine dont d'habitude on aime le revêtir. Est-ce que Jean-Marie Le Pen était cette personne haineuse qu'on présente dans la presse, Martin Pelletier ? Et poser la question, c'est y répondre. S'il a suscité, je crois, autant d'empathie dans le peuple, et s'il y a des gens qui n'étaient pas du tout, qui n'ont pas été du tout formés à ce qu'on appelle l'extrême droite, par exemple moi, ont autant de sympathie vraie pour Jean-Marie Le Pen, c'est que précisément, c'était quelqu'un non seulement de libre et d'amoureux de la vérité, mais quelqu'un je ne l'ai pas vu une seule fois, mais pas une seule fois, exprimer de haine. Je crois qu'il n'avait pas le temps pour ça. C'était un esprit extrêmement curieux, ça tout le monde le sait. C'était un esprit extrêmement orné et cultivé, mais ça peut arriver. Je dirais c'est secondaire. C'était quelqu'un qui s'intéressait tout simplement aux autres et à des gens qui dépendaient de lui ou qui ne dépendaient pas de lui. Il aimait beaucoup sa famille. Et je voudrais exprimer ici très rapidement condoléances à certains des membres de sa famille qui ont été mes amis. Mais c'était quelqu'un qui aimait les gens, tout simplement, et qui aimait les choses, qui aimait beaucoup, certains diraient trop, la vie. Il aimait énormément la vie. Voilà, la haine, mais c'est une plaisanterie d'imbécile. Alors, dans les gens qui crient, qui haïssent, alors vraiment, il y a des singes, des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Puis il y a, je crois, beaucoup de provocateurs et de travailleurs politiques. Et c'est pas très joli. Je ne citerai pas de nom, mais tout le monde les a sur la langue. Bien évidemment. Vous avez évoqué rapidement sa famille. Jean-Marie Le Pen, c'était quelqu'un qui était entouré et qui avait énormément d'affection pour ses proches. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger là-dessus avec lui ?
Beaucoup, oui. Beaucoup et quelquefois en présence de certains membres. Bien sûr il a été très affecté, bon, c'est une évidence, dans les difficultés familiales qui ont été créées par la politique. Ouais. Bon, c'est une chose, mais il restait très proche même des gens avec qui il s'était fâché, notamment sa première épouse, Pierrette, qui est revenue et avec qui on a eu 2 ou 3 entretiens communs pour préparer la rédaction des mémoires, etc. C'est quelqu'un qui mettait, peut-être tardivement, parce que vous savez, quand on a beaucoup de travail et qu'on vit à 200 à l'heure et qu'on mène un parti politique, il arrive que pendant un certain temps, on ne voit pas suffisamment sa famille. Mais après, justement, il y a une fringale de compenser tout cela. Et d'ailleurs, même dans les années 70, il suffit de consulter des albums de photos, vous voyez l'amour constant et charnel de Jean-Marie pour sa famille, qui est naturel. Encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est comme ça. Ouais. Comme vous avez travaillé donc à la rédaction de ces mémoires, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il avait à cœur de transmettre, justement, une fois qu'il ne serait plus de ce monde ? Pardon ? Il avait transmettre quoi ? Qu'est-ce qu'il avait à cœur de transmettre comme idée ou comme image de lui une fois qu'il ne serait plus là ? Eh bien, je crois qu'il toujours la même idée, celle qui était la devise du peintre Van Eyck, qui disait, comme vous le savez, qui parlait flamand, qui dit « Als ich kann », ce que je peux, comme j'ai pu. Je crois que c'est ça que Le Pen voulait transmettre. Il a toujours, aussi bien quand il était en Indochine, qu'en Algérie, que quand ensuite il a essayé de monter, il a fait la campagne de Tixier-Vinancourt en 65. Ensuite, il a essayé de traverser le désert, il a remonté le Front National, il a pris beaucoup de coups, il a eu beaucoup d'échecs. Il a aussi eu de grandes satisfactions, de grandes réussites, et il a fait passer, à force du poignet et en criant, des idées que personne ne voulait entendre. Donc c'est ça, je crois qu'il voulait faire passer, c'est je fais tout ce que je dois, je fais tout ce que je peux, advienne que pourra. Ce sont de belles paroles. Martin Pelletier, est-ce que vous avez la sensation qu'avec la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est aussi une certaine façon de faire de la politique qui nous a quittés hier, une page qui se tourne avec la fin justement de ces grands hommes, de ces tribuns qui occupaient l'espace public d'une certaine façon ? Je crois que tribun, c'est le réduire. Des tribuns, nous en gardons. Je vais vous donner un nom. Mélenchon est un tribun. Oui. Est-ce que j'estime Mélenchon ? Poser la question, c'est y répondre. Jean-Marie Le Pen était beaucoup plus qu'un tribun. Jean-Marie Le Pen était un homme libre et un homme qui prenait tous les risques pour faire ce qu'il devait faire. Je n'en vois pas beaucoup. Jacques Chirac n'était pas comme ça, mais François Mitterrand n'était pas comme ça. Les gens d'aujourd'hui, les petits d'aujourd'hui ne sont pas comme ça. Mais ça ne veut pas dire que demain, ou déjà aujourd'hui quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui va reprendre le flambeau de sa famille ou pas de sa famille. En 1428, qui connaissait Jeanne d'Arc ? Effectivement. Ça laisse beaucoup d'espoir pour la suite. Merci beaucoup Martin Pelletier d'avoir été avec nous, de nous avoir livré votre vision de Jean-Marie Le Pen, vous qui l'avez côtoyé de près. Et puis au milieu justement de tous ces commentaires assez désagréables et salissants de la gauche, on peut rappeler qu'il a quand même été un modèle pour de nombreux militants patriotes, identitaires, et qui aujourd'hui ont à cœur d'honorer sa mémoire. On peut se réjouir de ça aussi, que son histoire, que son exemple ait traversé les générations. Merci beaucoup Martin Pelletier. Je rappelle que vous êtes écrivain journaliste et militant politique français, donc que vous avez travaillé auprès de Jean-Marie Le Pen, notamment dans le cadre de la rédaction de ses mémoires. Merci, encore toutes nos condoléances et puis à très bientôt.